Comment gérer les 3 dernières semaines avant un marathon en montagne? Peut-on encore progresser ou faut-il simplement lever le pied? Et comment choisir le matériel parfait pour être au top le jour J? Aujourd'hui, on lance notre série spéciale Marathon du Mont Blanc. Que vous soyez au départ à Chamonix pour performer ou que vous prépariez votre premier 40 km en montagne, Maëlle Bovir nous livre ses secrets pour transformer votre préparation en succès. Allez, c'est parti. Ce podcast vous est présenté par New Balance, partenaire officiel du Marathon du Mont Blanc. Pour aborder chaque sentier avec confiance, découvrez la Hero V9, une chaussure pensée pour votre confort du premier au dernier kilomètre, sur tous les terrains et sous tous les temps. Profitez de la montagne et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de notre série spéciale consacrée à la préparation au marathon du Mont Blanc et à vos marathons de montagne réalisés en partenariat avec New Balance. Vous l'aurez remarqué, petit changement de voix pour ce mois de juin. C'est moi, Cléo, qui aurai le plaisir de vous accompagner pour cette série. Pour nous guider, nous avons la chance immense d'être avec une athlète d'exception tout au long du mois, Maëlle Bovir, athlète élite du team New Balance. Maëlle est une véritable spécialiste des formats courts et elle arrive au studio avec une forme étincelante puisque tu reviens d'un stage à Chamonix et également tu as décroché une magnifique 2e place au championnat de France de trail court. Bonjour Maëlle, comment ça va ? Bonjour, oui, ça va très bien, très heureuse d'être ici. Dans la capitale, ça me change un peu de mes montagnes. J'allais dire, ça change un peu d'environnement entre tes derniers jours et maintenant. Plutôt, oui, surtout avec Chamonix, je pense. Ah, c'est un plaisir en tout cas de t'avoir avec nous sur cette série. Avant qu'on ne plonge dans ton parcours et dans tes secrets d'athlète, je voudrais juste rappeler le programme qui attend nos auditrices et nos auditeurs en juin. On se retrouvera toutes les semaines avec un nouvel épisode. Aujourd'hui, on pose les bases de la préparation et de l'équipement. La semaine prochaine, on parlera de préparation mentale et dans 15 jours, on fera le point sur les derniers préparatifs juste avant le départ. Et enfin, pour le 4e épisode, on se retrouvera en direct à Chamonix pour vivre l'émotion de la course de l'intérieur et aborder la question cruciale de la récupération, bien évidemment. Alors, un programme bien complet, on est déjà sur ce premier épisode et pour commencer Maëlle, j'aimerais qu'on vienne un petit peu sur toi, qu'on apprenne à te connaître peut-être pour les personnes qui ne savent pas qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement ? Donc moi c'est Maëlle Bovir, je suis athlète du team New Balance Trail Europe et j'ai un double projet, donc assez particulier on peut dire. Je fais de la course d'orientation, donc je suis en équipe de France de course d'orientation depuis 2011 et depuis 2 ans, je suis traileuse un peu plus à haut niveau du coup dans le team New Balance. J'habite dans le Vercors, mais je dois quand même le dire, je suis originaire de Bretagne. Faut toujours le préciser quand même quand on est en Bretagne généralement. Toujours, ça reste dans le cœur. C'est vrai que c'est assez atypique. Tu viens de la course d'orientation. Comment t'as été amenée à arriver sur cette discipline-là ? C'est vrai que c'est assez peu connu encore en France. C'est un sport qui est assez familial. Donc j'ai connu ça de par mes parents qui étaient beaucoup dehors et qui m'ont amené à faire de la randonnée, beaucoup de sports outdoor, etc. Et en fait, mon père s'est passionné via l'université aussi de la course d'orientation. Et il est aujourd'hui prof à l'université de course d'orientation. Okay. On dit d'ailleurs CO, ça sera peut-être plus simple, ça fera pour les auditeurs un peu moins redondant. Et du coup, j'ai commencé depuis toute petite, depuis 6 ans en fait. Donc c'est vraiment une histoire familiale. Exactement. Et cette bascule, qui n'est pas vraiment une bascule, parce que tu continues toujours la course d'orientation, mais vers le trail, elle s'est faite comment ? C'était une envie personnelle ? J'ai toujours aimé être en montagne, être dehors pendant longtemps en fait. Et cet aspect un peu de liberté, de me retrouver aussi un peu plus seule, sans forcément réfléchir, parce qu'en course d'orientation, beaucoup de réflexion. On dit souvent c'est la tête et les jambes, et là en fait c'est pas qu'on réfléchit pas en trail, je veux pas du tout dire ça, mais c'est qu'en fait j'avais l'impression de pouvoir un peu plus m'évader, et donc j'ai de plus en plus intégré ça dans mon entraînement, et puis je me suis mise à faire
un trail, ça a plutôt bien fonctionné et du coup l'aventure a commencé. Donc c'est vraiment, tu t'as senti que tu avais des capacités et du coup tu t'es dit, bon bah tiens, est-ce que j'irais pas un petit peu explorer la partie trail ou C'est aussi mon père qui m'a encore une fois emmené faire des entraînements de sorties longues, etc. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça et je me suis inscrite sur des trails avec lui, des petits au début. Et puis, en fait, je me suis dit, mais avec l'entraînement physique qu'on fait aussi en concentration, pourquoi pas tenter un plus gros. Pour moi, c'était déjà beaucoup, 20 km le premier. Et c'était trop bien, donc j'ai continué. C'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes quand même entre la course d'orientation et le trail. Je crois que l'année dernière, t'as fait une course sur le marathon du Mont Blanc. Est-ce Oui. que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Franchement, c'était génial. Pour moi, c'est une des courses les plus complètes en termes de parcours. Il y a à la fois du roulant, surtout sur la première partie. Il y a aussi à gérer des montées-descentes, enfin l'enchaînement de montées-descentes. Et pour moi, ce que j'adorais, en fait, c'était de finir par une grosse descente parce qu'en tant qu'orienteuse, j'adore les descentes et encore plus quand c'est technique. Et là, en fait, il y a à la fois de la technicité, à la fois du roulant. Enfin, j'ai trouvé que c'était un parcours hyper complet et avec des paysages grandioses, quoi. Ah bah ça c'est sûr que dans la vallée de Chamonix, il y a de quoi faire. Ça, c'est sûr. Ton programme du coup là pour le reste de l'année, c'est quoi? Est-ce que tu te dédies 100% au trail? Quelles sont les courses que tu veux faire? C'est vrai que c'est une question qui revient assez parce que du coup, j'essaye de jongler entre les deux. Donc, je commence l'année dernière, j'ai fait trail puis CO. Et cette année, du coup, jusqu'à juillet à peu près, enfin, jusqu'au marathon du Mont Blanc, je fais de la course de natation avec les championnats du monde. Et ensuite, je bascule sur le trail avec la MCC, la Wild Strubel 50, donc une course en Suisse, by UTMB. Et ensuite, les Templiers, le marathon. Et après, on verra jusqu'où je vais. J'ai quelques courses en tête, mais je me laisse le temps de réfléchir, puis ça fait un peu plus de mystère. On laisse planer le doute encore sur la suite de ton programme. Ça fait quand même déjà pas mal de courses. C'est ça. Surtout que la première, elle a commencé en janvier, donc la saison Ça fait est une un longue peu saison. longue. Ça va. T'es en Ça forme? va. On va faire. C'est T'es aussi confiante. ça, je pense. La diversité des deux sports, je pense, c'est ça qui me permet aussi de pouvoir avoir une saison un peu plus longue, je dirais. Ouais. Et puis peut-être un peu moins aussi d'être dans une routine. Exactement. Donc très bien. Alors, je te propose de rentrer un petit peu dans le vif du sujet maintenant et de checker les fondations, parce que là on va parler de 42 km, on va parler de marathon. Alors c'est vrai que dans le jargon du trail, 42 km, c'est plutôt classé, on va dire, dans les formats courts, enfin intermédiaires, on va dire. Mais j'ai quand même envie qu'on dédramatise un petit peu ça, parce que pour beaucoup, quand on dit 42 km, on dit mais court, comment ça c'est pas du tout court, 42 km. Je crois que pour toi, justement, tu le disais tout à l'heure, quand tu as commencé à faire tes trails, 20 km, ça te paraissait déjà énorme. Alors oui, c'est quoi ton point de vue là-dessus, justement, sur ce fameux 42, format court à intermédiaire? Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve qu'on banalise encore trop les distances en trail. Franchement, c'est ce que je disais encore à des copines. Déjà, si tu vas faire un 20 km, c'est déjà beaucoup. Donc un 42, faut pas non plus y aller, entre guillemets, à la légère en disant, bon, je fais 10 km. Ça passe. Ça passe, quoi, tranquille. En plus, faut pas oublier que c'est un 42 km avec du dénivelé. Il y a quand même 2800. Donc ça aussi, ça se prépare. Bien sûr. Et pour moi, ça se prépare avec notamment de la régularité, de la progression dans son entraînement. Justement, si quelqu'un là qui écouterait le podcast, qui a jamais encore couru cette distance, se dit bah moi le 42 km c'est mon rêve, c'est le Graal. Comment est-ce qu'on sait finalement qu'on est prêt ou qu'on est prête à affronter cette distance-là? Parce que tu dis il faut y aller progressivement, mais ça veut dire quoi selon toi? Alors pour moi, il y a progressivement à la fois pour son corps dans l'entraînement et à la fois dans les distances de compétition. Parce que on va pas vivre la chose exactement de la même manière, je trouve, en compétition et en entraînement. Et en progressivité, c'est-à-dire pas se dire, bon, bah, vu que je fais 42 km,
demain, je vais aller faire 42 km en fait pour m'entraîner. Non, en fait, parce que sinon ça va pas durer très longtemps. Erreur. Non, l'idée, je trouve, c'est pas de accumuler des kilomètres, faire X kilomètres chaque fois, mais bien de se dire, ok, bah moi, ma base, je pars de ici. Donc, si je pars de zéro, je vais déjà commencer par aller courir tous les 2 jours ou tous les 3 jours si on peut pas. Et en fonction de son niveau, augmenter tous les jours et augmenter la distance petit à petit, sans oublier aussi le dénivelé. Comme on l'a dit, essayer de faire du dénivelé positif, mais souvent on oublie le dénivelé négatif. Et franchement, pour en avoir fait, enfin m'entraîner depuis, comme je disais, depuis 2011, je suis en équipe de France, mais en soi, moi, des descentes longues comme le marathon du Mont Blanc, globalement, concentration, on n'en faisait pas trop. Donc, moi aussi, j'ai dû bien m'entraîner à faire des descentes. Au début, j'avais un peu sous-estimé en fait la fatigue à la fois musculaire et à la fatigue nerveuse que ça apporte une grosse descente et une séance de descente. Donc, pour moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire aussi avant, en tout cas, le marathon du Mont Blanc. Ouais, c'est pas le même effort, ça vient pas solliciter les mêmes choses non plus. Et c'est sûr que 42 km en montagne, c'est pas la même chose que 42 km à plat. C'est ça. Et puis en plus, après la descente, il faut remonter aussi. Ça, il faut pas l'oublier. Parce qu'il y a la dernière descente finale, mais avant, il y en a quand même d'autres, des belles descentes. Où là, du coup, en entraînement, je fais plutôt des enchaînements en fait pour que le corps, justement, il s'adapte progressivement à ce type de descente, montée, descente, etc. Si j'arrive, par exemple, je viens de voir demain et que je te dis, j'ai jamais fait de compétition encore pour le moment, je cours comme ça, je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine et ma première compétition, c'est un 42 km. Qu'est-ce que tu me dirais ? Ne le fais pas. Non, après, des fois, il y en a beaucoup, c'est vraiment, comme tu as dit, hein, un objectif, un rêve un peu d'aller faire ça. Donc franchement, je comprends. Et puis, quand on est motivé, faut y aller. Mais il faut pas y aller en se disant, j'y vais dans 2 semaines, en fait. Ouais. Je pense qu'il faut le prendre plusieurs mois en avance, en essayant aussi de peut-être s'entourer avec des gens qui connaissent aussi l'entraînement ou comment fonctionne le corps à l'entraînement. Et après, je dirais que il y a avoir des semaines des semaines cohérentes en continuité, pas avoir une grosse semaine puis la semaine d'après rien du tout. Et parce qu'en fait c'est un peu le corps, il a besoin de temps pour progresser et pour comprendre ce qu'on lui demande en fait. Donc du coup il va s'adapter à l'entraînement de manière continue et de manière régulière. Donc si on casse ou si on lui demande trop d'un coup, il va pas forcément tout comprendre et c'est là que les blessures peuvent arriver. Donc moi je dirais régularité, progressivité par rapport à soi-même et aussi s'écouter. On part pas tous de la même chose, on n'a pas tous les mêmes allures et aussi on n'a pas les mêmes à côté. Souvent c'est quelque chose qui est trop oublié, je trouve. C'est l'environnement dans lequel on est, le travail, la charge mentale de la famille. Donc ça c'est vraiment quelque chose à individualiser. Ouais. Donc, tu le disais, je rebondis sur ça. Forcément, là, dans les personnes qui vont nous écouter, il y en a certains qui ont peut-être déjà fait ce type de distance, qui vont des allures assez rapides, mais il y en a d'autres pas du tout. Donc, entre eux, passer 5 heures sur les sentiers ou 9 ou 10, forcément, c'est pas la même chose. Ouais. Est-ce qu'on doit s'entraîner de la même manière quand on vise 5 heures ou quand on vise 9 heures pour sa course ? Je dirais qu'il faut déjà, entre guillemets, passer du temps dehors. Parce que les heures, faut un petit peu les accumuler quand même à basse intensité aussi. Mais je pense que l'entraînement, quand on est sur du plus long, c'est aussi que la vitesse sera pas forcément la même. Et du coup, pas à s'entraîner à des allures qu'on n'a pas l'habitude, qu'on fera pas pendant la course aussi. Ça, je trouve que moi, ce que j'aime bien faire, en tout cas dans les dernières semaines aussi, c'est faire des séances où les allures, en fait, elles vont être approximativement les mêmes que celles que j'aurais pendant la course. En les sectionnant, bien sûr, je ne vais pas aller me refaire le marathon du Mont Blanc 3 fois dans les dernières semaines à la même allure, parce que sinon, je pense que là, je vais arriver avec un peu moins de fraîcheur. Donc non, je pense que là-dessus...
passer du temps dehors, des sorties longues et surtout, je dirais, savoir aussi tester les choses parce qu'on pense aux kilomètres, au cardio, etc. Mais passer tout ce temps 8-9 heures, il faut aussi le gérer en termes de nutrition, en Bien termes sûr. de matériel, en termes de comment mon corps il va réagir en fait au bout de 5 heures, au bout de 3 heures. Et ça, en fait, quand on l'a pas vécu avant, on arrive le jour J et des fois, c'est un peu plus dur de s'adapter. Après, si on n'a pas la possibilité de faire 5 heures d'un coup, je comprends, c'est pas toujours possible, mais au moins tester tout ce qui est matériel, etc. Avant, quoi. Mhm. Justement, si pour avoir des repères encore plus clairs, selon toi, ce serait quoi les trois piliers indispensables à l'entraînement pour ce type de distance? Euh, je dirais les sorties longues, parce que c'est quand même long, le marathon du Mont Blanc, même pour les meilleurs. Et des sorties longues, pas forcément en se disant j'y vais juste pour courir, quoi, mais aussi, comme j'ai dit, les sorties longues, ça permet de tester tout ce qu'on a dit. Donc, des sorties longues en ayant l'idée de pourquoi on y va. Après, il faut pas oublier, profiter avec les amis, etc. C'est aussi important. Il faut venir avec des amis pour faire ça aussi, mais on peut faire les deux. Je dirais le dénivelé. Mhm. Donc, accumuler des séances de dénivelé positif, négatif et d'enchaînement. Donc, montée, descente, montée. Ou ce que j'ai fait aussi sur les descentes, bah, se faire des descentes rapides, remonter doucement, se refaire des descentes rapides. Et le dernier pilier, je dirais avoir de la continuité, enfin de l'entraînement en continu pour justement être capable de finir cette, pour moi, long quand même, je trouve, Oui, oui. ce 42 kilomètres. Donc, une continuité, ouais. Sur la sortie longue, t'as pas forcément précisé quel type de C'est durée. vrai. Exact, exact. Qu'est-ce qui est le plus recommandé pour pas arriver non plus complètement cramé, justement, comme tu le disais, le jour de la course? Ouais, bah moi j'essaye de faire quand même des séances de 4 heures, même si c'est des sorties longues ou enfin globalement ce qu'on appelle en endurance fondamentale, c'est on va pas aller rapidement, on peut marcher dans les côtes, enfin il y a pas de, faut juste passer du temps dehors et accumuler un peu ces kilomètres. Et donc, moi, je dirais entre 2 et 4 heures. Et si on n'a pas le temps aussi, parce que c'est compliqué d'avoir 4 heures, même le week-end, s'il y a des enfants, etc., les faire en 2 fois. Mhm. Faire, par exemple, dans la journée, 2 fois 1 heure et demie, le matin ou le soir ou le midi. Mais je sais que moi, je fonctionne beaucoup comme ça, en doublé. Ok, Voilà. c'est plus facile à intégrer dans un emploi du temps. C'est ça. Mais si on peut quand même faire une sortie longue globale, 3-4 heures, voire plus en fonction du temps qu'on estime qu'on va mettre, c'est quand même bien parce que le corps, au bout d'1 heure et demie, et après derrière, il va peut-être se reposer. Mhm. Alors que si on enchaîne tout, bah, on n'aura pas les mêmes adaptations, quoi. Bien sûr, et on sera quand même plus proche de l'effort qui sera vraiment réalisé Exactement, le jour de la course. c'est ça. En fait, plus on se rapproche de l'effort, du temps d'effort, mieux le corps il va s'adapter. Mm. Et il y a forcément aussi cette notion, disons-le, hein, de souffrance, n'ayons pas peur des mots, Non, non, n'ayons pas qui peur. existe quand on est sur ce type de distance. Après, j'imagine que la plupart des gens qui s'alignent, c'est l'envie d'être finisseuse, le plaisir aussi de terminer une course comme ça. Comment on fait pour justement, on en reparlera un peu plus aussi sur l'épisode prochain sur la préparation mentale, mais comment on fait vraiment pour garder le curseur du plaisir Mm, sur des courses qui vont quand même nous demander énormément et dans lesquelles on risque peut-être, mm. à un moment donné, de basculer quand même dans une certaine forme de souffrance. Je pense que déjà, faut pas se dire qu'on va pas souffrir, y aller pour le plaisir et être finisher, pas de souci. Mais faut pas oublier qu'à un moment, ça va être un peu plus difficile. Enfin, forcément, hein, pour tout le monde à tout niveau. Et du coup, moi, je dirais que pour ça, c'est la gestion le plus important. Savoir gérer son effort, pas partir trop vite,
Gérer aussi son alimentation, comme manger régulièrement, boire régulièrement. Du coup, on va moins souffrir aussi d'une forme de déshydratation ou d'hypoglycémie, etc. Et on va aussi prendre du plaisir. Après, s'entourer. Franchement, si on a l'opportunité d'avoir deux dossards et de partir avec quelqu'un qui est à peu près le même niveau. Je veux dire, il faut trouver quelqu'un qui court à la même allure. Hein. Ça, c'est pas Ouais, évident quand même. c'est sûr. Ou alors quelqu'un, des fois, qui accepte de courir moins vite, par exemple. Ouais. Mais c'est aussi très sympa, quoi. Mais je dirais que la gestion de l'effort, c'est ce qui va nous permettre à la fin déjà de moins souffrir, en fait. Donc pas partir trop vite et savoir un petit peu aussi, en fonction du parcours, à quel temps on veut passer ici et du coup gérer pour pas partir trop vite. Le fameux pas partir trop vite. C'est ça. Bon, on y reviendra dans le prochain épisode plus en détail. On fait un petit teasing du prochain épisode. Bon, là, on est à 3 semaines du marathon du Mont Blanc. On entend souvent qu'à cette période, bon, le gros du travail est fait. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai? Encore une fois, je dirais que ça, c'est assez individuel. Enfin, je l'ai beaucoup vu avec mes amis et mes collègues aussi athlètes. Chacun va gérer différemment cette dernière phase. Mais on peut encore faire des belles sorties, moi je trouve, à 3 semaines de la course. C'est pas des sorties où on va aller casser un max de fibres parce que enfin, c'est pas là où il faut tester et se dire je vais faire ma dernière séance clé, j'en ai jamais fait avant et voilà. Mais si on a fait d'autres séances un peu plus spécifiques, comme je disais, montée, descente, etc., on peut encore en faire une à 3 semaines, moi je trouve. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et après, dans les 2 dernières semaines et surtout les 10 jours avant, moi, là, je lève plus le pied. Après, j'ai remarqué que si je fais rien du tout pendant 10 jours, ça va pas m'être bénéfique. En fait, j'aime bien quand même garder mon corps un petit peu actif en ayant des petites séances courtes, mais qui me permettent de dynamiser un petit peu mon corps, comme des petites séances de seuil, des choses qu'on a l'habitude de faire, en fait. Je dirais que la clé, c'est pas de tester des choses 10 jours avant. Sinon, là, des fois, ça peut marcher, hein, mais il y a quand même plus de risques. Ok, bah justement, pour que ce soit... Toi, si tu devais nous expliquer ta semaine d'entraînement classique à J-21 de la course, ce serait quoi à peu près ? À J-21, du coup, ça fait un peu plus, c'est ça. Je dirais que je fais une dernière séance spécifique avec, comme je disais, montée, descente, montée, avec des allures qui vont être à peu près comme la course. Similaire. Si j'ai la possibilité d'être à Chamonix et d'aller faire ça sur le parcours, c'est toujours mieux. Mais si on trouve des dénivelés à peu près similaires, ça marche aussi. Donc je me case une dernière séance P à peu près à ce moment-là. Et après, je garde encore quelques sorties longues de 1h30, 2h. Pas le lendemain de ma séance spécifique. Le lendemain de ma séance spécifique, en général, j'aime bien moi doubler. Donc je fais, je sais pas, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir pour récupérer tranquillement. Et après, je refais quelques intensités courtes. Donc soit au seuil avec... ce que j'aime bien, c'est des séances mixtes avec, par exemple, 10 minutes où je suis plus... en I3, moi j'appelle ça, donc seuil bas. Et après, je me fais par exemple 3 fois 5 minutes, où je suis plus seuil haut. Et je finis par 10 fois 30-30, où là c'est plus allure VMA. Après, c'est parce que je sais que mon corps, j'ai besoin qu'il soit un peu dynamique, de le réveiller un peu. Et du coup, c'est pour ça que je finis un peu sur ça. Et après, je finis avec mes 10 minutes de seuil bas. Donc ça, c'est une séance que j'aime bien, un peu mixte, qui me permet de varier les allures.
et sur terrain vallonné. Ok. Voilà. Donc là, toi, à J-3, non, à J-3 semaines, tu as réduit quand même déjà un petit peu le volume? J'ai réduit le volume. De combien de pourcents à peu près? Je fais plus des sorties, tu vois, de 4 heures Oui. à 3 semaines. Ça me fait encore un peu trop. Et je réduis aussi le volume sur les intensités. Et je dis pas que je réduis les intensités en termes de vitesse, mais je réduis le nombre de temps que ça va être mes intensités sur les 3 dernières semaines. D'accord. J'espère que j'étais assez claire. Je pense. Dites-le nous si ce n'est pas assez clair. Comment on fait aussi? Parce que souvent, quand on réduit, on peut avoir un petit peu cette sensation d'avoir les jambes lourdes, en fait, de manquer de dynamisme. Comment faire quand on réduit le volume pour justement quand même essayer de garder ce dynamisme et cette fraîcheur dans les jambes? Bah justement, en faisant des petites sorties où il y a un moment, on va se faire des petites intensités de 1 minute, par exemple, 10 fois 1 minute, un peu plus rapide, un peu plus soutenu. Franchement, aux sensations en seuil haut, moi, ça, je sais que ça fonctionne bien. Des petites séances, même encore franchement, jusqu'à 15 jours avant la course, moi, je fais encore des séances comme ça, quoi. Ouais, pour se redonner un petit coup de dynamisme et d'accélération C'est ça. pour quand même garder ça dans les jambes. Ouais. Et je sais que, par exemple, le jour avant, bah après, ça, c'est parce que je faisais déjà ça en CO. Donc, comme j'ai un peu plus d'expérience en CO, je répète un peu les mêmes routines. Ok. Mais par exemple, les veilles de course, je vais aller me faire 30 minutes, 20 à 30 minutes de footing. Et après, je vais me faire des lignes droites. Donc, en général, je fais 6 fois 15-15, par exemple. C'est quelque chose qui est assez timé pour moi. Et je sais que ça m'active bien. Et du coup, s'il y en a qui ont l'habitude de faire, je sais que les 30-30 aussi, par exemple, ça active bien. Même à J-3, ça passe encore, quoi. Ok, bon après peut-être chacun voit en fonction Exactement. de comment il se sent, C'est ça. si le corps s'il se sent vraiment fatigué, peut-être du coup éviter Voilà. de le faire en fonction du ressenti, quoi. Ouais, moi Et- je dirais que c'est hyper individuel en Ouais. fait. Complètement. Et justement, il y a aussi cette, j'ai envie de dire un peu cette erreur, parce que qui vient de la peur de tester sa forme en fait avant la course et de se dire ok bon bah est-ce que je suis vraiment en forme, est-ce que je suis bien, etc. Et de vouloir tester une dernière fois justement sa forme. Est-ce que c'est bien de faire ça et donc de tester et donc potentiellement d'aller faire une sortie un petit peu trop longue ou ce genre de choses? Est-ce que c'est une bonne chose ou comment faire pour gérer cette anxiété liée à est-ce que finalement je suis vraiment prête, quoi? Ouais, bah, c'est des erreurs que j'ai déjà faites aussi, hein. Ok. Franchement, on est un peu. Enfin, faut pas se cacher qu'on n'est pas des surhumains, on fait aussi des erreurs. Et je trouve que là-dessus, en fait, il faut se dire que à J-15, le travail, il est déjà fait. La forme, elle est là et justement, il faut la maintenir en évitant d'aller se cramer justement sur des trop grosses séances. Et je sais que mentalement, c'est quand même assez dur aussi. Il faut pas avoir peur. Des fois, moi, je sens des fois des petites douleurs. En fait, mon corps, il se calme un peu. Et du coup, il se met à dire ah, coucou, j'ai mal un peu ici, un peu ici. On n'aime pas trop ça. doute. Et là, on se dit mais mince, j'ai peur quoi. Est-ce que je suis en forme? Est-ce que j'ai mal quelque part? Ouais. Et en fait, c'est un peu des signaux d'alerte qui sont un peu normales quoi. Enfin, faut que ça reste quand même Oui, une sur douleur l'échelle- modérée. Voilà, une douleur modérée, mais Je n'arrive plus à courir, ça. est-ce que c'est normal? Non. non. Ok. Donc encore une fois, on écoute son corps. C'est vraiment C'est ça. ce que tu as tendance à dire. Et on évite d'aller se faire 42 km une semaine avant le 42 km. Exactement. Bon, ça paraît évident dit comme ça, mais bon. Mais vaut mieux le redire. Il vaut mieux le répéter. Maintenant, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit focus aussi sur le matériel. Tu l'as un petit peu dit avant. On teste, je veux dire, on se teste physiquement avant. Le matériel, c'est aussi quelque chose, j'imagine, qu'il faut tester avant d'arriver sur la course et pas arriver avec des bâtons tout neufs ou je ne sais quoi. Pour toi, à J-3 semaines, il faut avoir testé tout son matériel. À J-3 semaines, il y a encore la possibilité de tester des choses. Faut pas se dire oh non, j'ai pas testé, c'est fini ma course.
C'est je vais pas y arriver, quoi. Non, à J-3, il y a encore le temps de tester quand même quelques trucs. Je dirais que ce qu'il faut tester le plus en amont, c'est la nutrition. Parce que du coup, la nutrition, on les teste sur des sorties longues, mais aussi et surtout sur des séances spécifiques. Parce que, comme j'aime bien le dire, le corps, il réagit pas de la même manière en fonction des intensités. Et aussi en fonction du stress. Donc, du coup, on a beau l'avoir testé en spécifique, des fois, sur la compétition, ce sera un petit peu différent aussi. Mais il faut savoir que la digestion, elle sera potentiellement plus difficile. Et du coup, je trouve que tester les produits avant, c'est hyper important. Et après, à J-3, quand on s'est dit, vas-y, je vais prendre ça, 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 là, on peut se faire une petite répétition. Enfin, moi, c'est ce que je fais, une petite séance P à l'allure de course. Et je vais tester les produits que j'ai testés avant sur des sorties longues. Et je me dis, ça, c'est ce que je vais prendre. On va quand même le tester une dernière fois sur la séance spécifique. Et après, le sac, les chaussures, les bâtons, aussi les vêtements. Des fois, on oublie, mais il y a un peu de l'irritabilité, etc. Et on peut encore, je trouve, le tester à 3 semaines. Les chaussures, je dirais que c'est mieux avant. Quand même, surtout, pas acheter les chaussures de la veille de course. Ça risque d'avoir un peu dangereux. Donc, je pense qu'à moins 3 semaines, c'est mieux d'avoir fait la nutrition. Les chaussures, ça va jusqu'à moins 2 semaines, je dirais, si on n'a pas eu le temps. C'est mieux avant, mais bon, voilà. Et après, le reste, jusqu'à 15 jours, quand même, c'est bien de les avoir testés, le reste. Donc, ça laisse encore un petit peu de temps. C'est ça. Pour tester tout ça. Pour faire un focus justement sur les chaussures aussi, parce que forcément c'est très important sur le trail, c'est vrai qu'on a la sensation souvent que surtout sur des distances comme 42 km où c'est un compromis un peu impossible entre légèreté, dynamisme, confort, accroche et que c'est pas forcément facile toujours de trouver la bonne paire. Toi, en compétition, tu utilises quelles chaussures et est-ce que c'est les mêmes que tu utilises à l'entraînement ? Alors, j'utilise les SC Trail de New Balance. Donc, c'est les chaussures à plaque carbone. Et je les ai utilisées à l'entraînement sur mes séances spécifiques. Bon, après, quand je les ai eues la première fois de la boîte, j'utilise pas direct sur 3 heures d'entraînement ou sur des séances spécifiques. Je fais un petit footing de 30 minutes avant pour être sûre. Et que ça se passe bien. Voilà, c'est ça, que c'est la bonne pointure. Parce que des fois, on peut se dire, mon pied, justement, il tape trop devant, peur d'avoir l'ongle après qui me fait mal. On connaît. Et du coup, j'aime bien les garder quand même pour pas que le grip et le crampon soient trop abîmés non plus. Mais je les teste sur mes séances spécifiques. Je les utilise quasi sur toutes mes séances spécifiques pour être sûre en fait que ça passe bien. Et j'aime bien utiliser ça parce qu'elles ont à la fois, j'ai dit c'est un parcours qui est assez complet, le marathon du Mont Blanc. J'hésitais encore, dynamisme, crampon, légèreté, c'était dur. Cornélien. Mais en fait, je trouve qu'il faut choisir la chaussure dans laquelle on se sent le mieux en fait à l'entraînement. Moi, je trouve que celle-là, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est à la fois confortable et elle m'apporte un certain dynamisme à la fois sur le plat, mais aussi en fin de course. Ça me permet, quand je suis un peu fatiguée, de garder une certaine foulée dynamique. Et ça, j'apprécie vraiment beaucoup dans la chaussure. Je crois que tu participes activement à la conception des chaussures pour ton équipementier New Balance. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe aussi ? Est-ce que toi, tu as des inputs auprès d'eux pour demander ce que tu voudrais, ce que tu voudrais pas, etc. Ça se passe comment ? Justement, ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans la team New Balance, c'est qu'on peut vraiment concevoir, c'est pas concevoir, mais aider au développement de la chaussure. Et c'est vraiment conçu avec les athlètes. On est plusieurs fois réunis en stage, en fait. Et du coup, sur ces stages-là, il y a les développeurs produits qui sont là. Et on échange beaucoup avec eux sur tous les aspects, donc chaussures et vêtements. Et dans l'année, on reçoit également des prototypes
où on fait des retours sur est-ce que le crampon mieux comme ça, qu'est-ce qu'on a besoin pour quel format, pour quelle technicité de course. Et du coup, on a beaucoup d'échanges avec les développeurs et ça, c'est... Enfin, moi, j'adore en fait. Parce qu'après, en fait, c'est comme l'entraînement. Si tu comprends ton entraînement, si tu sais pourquoi tu le fais, bah, c'est pareil. Tu sais pourquoi cette chaussure-là, elle va bien t'aller sur ce format-là. Mm. Et du coup, j'adore, moi, en fait, comprendre. Ça t'a permis justement de comprendre des choses aussi, même toi, après, personnellement, sur tes entraînements, de voir les choses que tu préférais peut-être versus d'autres choses. Ouais, bah, en fait, j'aime beaucoup analyser des fois, peut-être un peu trop. Mais du coup, j'écris beaucoup de choses dans un petit carnet, D'accord. notamment sur les séances spécifiques, comme je disais, où j'écris un peu les différents piliers, comment je me suis sentie mentalement, physiquement, mais aussi techniquement. Est-ce que là, je peux encore progresser dans la descente, comment et en fait, j'écris un peu tous ces feedbacks après l'entraînement. Ok. Et après, j'essaye d'échanger avec mon entraîneur ou avec d'autres athlètes qui ont plus d'expérience que moi. Parce que, en fait, j'arrive un peu plus nouvelle, on va dire, dans le trail. Et j'adore échanger aussi avec des athlètes qui ont plus d'expérience pour leur demander. Et là, je me suis sentie comme ça. Est-ce que tu crois que je pourrais progresser là-dedans? Comment Et ça, c'est génial. C'est comme la conception de chaussures, quoi. Échanger pour progresser. Et ces retours, c'est trop bien. Génial. Tu parlais aussi du textile, parce que forcément, bah, les chaussures, c'est hyper important, mais on le disait tout à l'heure, les vêtements, c'est aussi hyper important, et particulièrement pour les femmes, les brassières, surtout sur 42 km, où en descente, il va y avoir potentiellement plus de choc au niveau de la poitrine. Toi, comment tu l'as choisi? Est-ce que tu as des préférences aussi au niveau de cet aspect-là? Ouais, alors j'ai testé aussi plusieurs brassières. Moi, bon, on va pas se mentir, j'ai pas non plus une poitrine hyper généreuse. Donc, Mais quand même, du c'est pas coup. parce qu'on a une Ah oui, petite oui. poitrine qu'il faut pas. Ah non, 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 moi j'utilise à chaque fois une brassière, hein, y a pas de... Mais je veux juste dire que du coup, j'ai pas forcément besoin de coque ou d'un maintien élastique très fort dessous. D'accord. Et du coup, je sais que j'aime bien avoir quelque chose qui est assez simple et assez respirant. Ça m'est même arrivé de courir avec des brassières de yoga Ok. de la marque New Balance, Mhm. qui sont très bien aussi. Mais je dirais que celle que je préfère, je me souviens plus du nom, je crois que c'est les RC Bra en Ok. anglais. Et celles-ci, je les aime bien parce qu'elles sont super confortables et parce que en fait, j'ai pas l'impression d'être bloquée quand je respire. Ouais. Et ça, c'est vraiment important pour moi de pas avoir l'impression que déjà que c'est dur. Donc en plus, si Et en j'arrive plus, pas à si tu respirer, suffoques. c'est en plus je suffoque. Et celle-ci, je trouve que elles m'aident bien là-dessus. Ok. Donc ouais, faire attention à la taille. C'est vrai que c'est bête, mais aussi bien Oui, choisir la taille pour pas. Parce que si on est engoncé pendant 42 c'est km, ça. ça peut vite devenir un vrai calvaire. Mais justement, New Balance propose d'essayer et d'avoir la possibilité de renvoyer si ça De va pas, enfin tester. de tester quoi. Ok. Très bien. Il y a aussi ce sujet des frottements. Mm. Forcément, qui existe beaucoup sur des trails longue distance. Enfin, Ouais. voilà, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui peut arriver. Toi, comment tu fais? Quels sont tes conseils pour l'éviter un maximum? Est-ce que tu as des petits tips que tu utilises? Bah, le tips, comme les choses sur la nutrition, le tester plusieurs fois avant. Pas le tester Important. le jour de la course. Et moi, j'aime bien éviter aussi quand il y a trop de couture. Ok. Ça évite l'irritation. Et aussi, je dirais qu'il faut le tester avec son sac. Mhm. Si on a prévu de courir avec un sac. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un sac, ça va aussi plus serrer. On va potentiellement aussi plus transpirer. Mm. Donc, du coup, avoir quelque chose qui est plus humide et donc Plus irritant, plus ouais. irritant. Et après, je sais qu'il existe des crèmes pour mettre avant, pour éviter justement les frottements. Moi, j'en utilise pas forcément parce que j'ai pas eu ces problèmes-là, Ok. en tout cas avec les brassières que j'utilise. Donc, ça, c'est plutôt Ouais, au cas par cas, au cas par cas, exactement. en fonction de ce qui s'est passé à l'entraînement.
Voilà, Encore une fois. le tester. Le tester. Et c'est individuel, parce que c'est pas parce que moi ça Bien fonctionne sûr. ça que l'autre à côté ça va fonctionner. Tout à fait. C'est bien de le préciser. Oui. Et forcément, ce fameux débat, bâton ou pas bâton sur 42 km. Enfin, est-ce qu'il faut, selon toi, est-ce que t'es team bâton, team pas bâton? Est-ce que, j'ai envie de dire, on s'encombre de façon inutile sur 42 km ou au contraire, est-ce que ça te semble plutôt nécessaire? Je me suis posé cette question. Comme Plusieurs beaucoup de gens, je pense. Et en fait, ma réponse a été plutôt simple. En fait, c'est que si tu sais utiliser des bâtons, Ouais. tu les as déjà testés plusieurs fois, mais surtout si tu sais t'en servir. Franchement, pourquoi pas, c'est une bonne aide, surtout il y a des belles côtes. Franchement, je pense que ça peut être quelque chose qui est vraiment intéressant. Mais moi, en fait, dans la présentation, j'utilise pas trop de bâtons. D'accord. Et enfin, on n'utilise jamais de bâton, en fait. Et du coup, j'ai pas la technique pour que ça devienne quelque chose de utile. Plus aidant qu'encombrant, exactement. Ok. Donc du coup, j'en ai pas pris. Aussi parce que aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup à progresser en marchant vite. Ouais. Quelque chose que je sais pas forcément très bien faire non plus. Ok. Donc du coup, T'es je plutôt cours team, beaucoup. Oui, je cours tout le temps. Je cours tout le temps. Alors que parfois, franchement, ce serait plus économique de marcher. Mais c'est des points d'amélioration, Ok. justement, que je suis en cours là-dessus. Et du coup, les bâtons, franchement, si on sait les utiliser, ce que j'aimerais beaucoup, et bah, franchement, je pense que ça peut être utile. Mais D'accord. encore une fois, faut le tester. Donc là, le plan, c'est de ne pas en prendre dans 3 semaines. C'est ça. Mais sur le plus long terme, ce serait d'essayer peut-être de l'introduire un peu plus progressivement à ton entraînement pour le prendre en compétition. Ouais, exactement. Ok. Et après aussi, le tester ou le mettre dans les descentes. Parce qu'en fait, moi, dans la descente, je fais n'importe quoi avec mes bras. Alors, j'ai vu une petite vidéo sur les réseaux sociaux, effectivement. On a l'impression que tu allais t'envoler. Oui, écoute, ça me stabilise, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours fait ça. Et donc, du coup, je me dis, mais je vais mettre où ces bâtons Enfin, il faut que je sache, dans le sac ou dans la ceinture, il y a forcément des endroits où les mettre. Mais vu que je ne l'ai pas testé, en fait, et que je suis pas assez habile avec, j'en ai pas pris. D'accord. Donc, ça peut être aidant, mais ce n'est pas obligatoire. Enfin, Ok. On va y arriver sans aussi. Ok. Très bien. Bon, bah écoute, et ça encore, j'imagine, c'est propre à chacun. Exactement. Toi, c'est ton point de vue à l'heure actuelle qui d'ailleurs pourra potentiellement changer. Exactement, ouais. C'est en cours de progression. J'ai même pris, tu vois, je vais chercher des petites infos. Je suis allée à un ami qui est pro en ski, enfin qui était pro en ski de fond et qui du coup il m'aide pour savoir utiliser des bâtons. L'utilisation des bâtons. Ouais. Bah, du coup, c'est important peut-être à le dire. Effectivement, la chose à retenir sur l'utilisation des bâtons, prenez-les uniquement si vous savez les utiliser. Exactement. Et ça, on a l'impression des fois qu'on sait les utiliser, mais en fait, pas du tout. Ouais. Moi, au début, je me disais, mais ça doit pas être si compliqué. Un devant, un derrière, tu vois. Et après, quelqu'un qui m'a regardé, il m'a dit, mais tu fais quoi avec tes bâtons là? Ils sont beaucoup trop devant, en fait. J'avance. J'ai dit, bah ouais, en fait, je sais pas, c'est pas comme ça. Enfin, c'est simple, non? Non, en fait, là, tu fais n'importe quoi. Donc, on va revoir ça et puis on va le travailler. Et puis, quand tu seras prête, tu les utiliseras. Mais pour le moment, pas forcément. Au moment, les appuis sur les cuisses, c'est bien aussi quand Exactement. Les mains sur les cuisses. Exactement. Très bien. Bon, voilà. Encore une fois, on le répète, mais c'est propre à chacun. Et tester à l'entraînement, voir ce qui est le plus pratique pour vous. Et effectivement, aussi, c'est vrai que c'est une manipulation en plus, après, de remettre les bâtons dans le sac, etc. Donc, mais après, quand on a l'habitude, ça se fait bien, je pense. Et aussi la taille des bâtons. Il faut quand même pas oublier que si on a une taille, parce qu'on a pris les bâtons de son copain qui fait 2 mètres de plus. Donc ça va pas. C'est sûr, exactement. Globalement, pour un petit peu résumer tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que tu conseilles, enfin tu l'as déjà plus ou moins dit, mais en tout cas, de faire une sorte de sortie répétition générale, alors sans, comme on a dit tout à l'heure, se faire les 42 km, etc., mais en tout cas, un format assez similaire sur une plus petite distance où on a vraiment la totale, c'est-à-dire qu'on prend
des gels ou l'alimentation qu'on va utiliser pendant la course, on prend notre gilet d'hydratation, la tenue qu'on mettra le jour J, etc. Ça, pour toi, c'est bien de le faire? Ah ouais, franchement, moi je trouve que c'est la clé. J'ai expérimenté ma première course en faisant pas du tout. Bah, je regrette aujourd'hui. Ouais, je trouve que faire une dernière séance P avec tout et pouvoir noter, ou si tu notes pas parce que tu as la flemme, prends une photo de tout ce que t'emmènes et après tu te dis ok, ça j'ai pris, ça j'ai pas pris. Mais ça, c'est la séance qui te permet en fait, d'avoir confiance aussi, de te rassurer mentalement. Ouais, ça marche. C'est cool. Là, le matos, il me va bien. Les gels, j'aime bien. C'est aussi bien pour le mental, je pense. Et puis ça permet aussi de faire quelques petites adaptations parce que le risque, c'est de faire cette sortie-là et de se dire oh, là, ça va pas. Ça, ce truc-là, ça va pas. Là, je me sens pas à l'aise. Là, il y a un truc qui va pas. Comment réagir dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'il faut faire si jamais... Ne pas se dire que c'est la fin du monde. On peut encore trouver des solutions et s'adapter. Notamment sur la nutrition, il y a tellement de marques qui existent aujourd'hui qu'on peut en trouver. Et puis, au pire, si on ne peut pas refaire une séance de 3 heures, 3-4 heures pour tout retester, sur 1 heure et demie, pour être sûr, à des intensités un peu similaires de la course, comme je répète, en tout cas sur la nutrition, c'est bien d'avoir des intensités similaires parce que la digestion, elle ne va pas être la même. Bien sûr. On peut encore rechecker. C'est possible. Okay. Donc, pas paniquer et pas s'enfoncer à continuer absolument à vouloir prendre ça, persister, c'est ça. Ok, on adapte, on voit positif. Exactement. Et justement, un petit peu pour conclure cet épisode, les choses pour toi vraiment, là, dans tout ce qu'on s'est dit, qui sont primordiales à retenir, voilà, s'il y avait les 3 tips, vraiment les choses à retenir à la fin de cet épisode, ce serait quoi, selon toi? Pour moi, ça serait la régularité, la continuité dans l'entraînement et ne pas tester des choses avant la course, juste avant. Juste avant, ouais. Les avoir testés en amont, c'est vraiment, je trouve, la clé. Et pareil, sur la séance spécifique, avoir la possibilité de faire une séance qui va ressembler dans le type d'effort, dans le type d'intensité à ce qu'on va avoir le jour de la course. Comme ça, notre corps sera plus prêt à s'adapter. Mais il ne faut pas oublier que, en fait, il faut être prêt à ce que ça ne soit pas pareil et qu'on ne peut pas tout contrôler. J'ai encore du mal, moi aussi, avec ça. Mais être OK que pendant la course, il y aura des choses qu'on n'aura pas prévues, qu'on n'aura pas contrôlées, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc, du coup, rester adaptable et faire en fonction de soi. Bah oui, parce que c'est vrai que la météo, entre ça peut changer. Il y a plein de choses qui peuvent changer. Exactement. On ne contrôle pas les autres aussi. Tout à fait. Donc, moi, j'ai eu tendance trop à regarder les autres, faire comme eux. Et en fait, se faire son propre avis et tester sur soi, c'est primordial. Non, ça, chose à retenir aussi, et tu l'as beaucoup dit, l'individualisation. Exactement. Parce que chacun est différent. Et ça va bien se passer. Ah ouais, ça va être trop cool. Non, mais franchement, cette course, elle est magnifique. Hein. Franchement, c'est une des plus belles courses. Hein, que je pense que... c'est pas pour lancer des fleurs et tout, mais c'est, en termes de paysage et tout, c'est grandiose. On peut le dire, c'est probablement une des plus belles courses. Ouais. Donc, ça va être un moment génial. Et le tout est aussi de l'affronter, j'allais dire, d'une manière positive psychologiquement, parce que ça va aussi beaucoup jouer. Là, on a parlé pendant cet épisode on va dire du concret, plus ou moins, de l'entraînement, du matériel, mais l'aspect psychologique qui va aussi énormément rentrer en compte. Et ça, je vous propose du coup qu'on se retrouve dans un 2e épisode pour en parler, et on retrouvera Maëlle. Merci beaucoup Maëlle, et puis à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Un podcast Mile & Stone.